BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Il se fait rare dans les médias. Il a racheté lorsqu'il avait 32 ans le groupe Chargeur à Jérôme Sédou. Il a succédé à Edouard Malone et puis maintenant, 5 ans plus tard, il a fait de Chargeur un groupe qui a complètement retrouvé ses marges de manœuvre. Michael Fribourg, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vrai que vous avez un parcours assez étonnant puisque vous avez réussi à séduire la famille Sédou, Jérôme Sédou en l'occurrence, pour le racheter Chargeur. Chargeur qui est un groupe de textile, enfin qui l'est toujours. Vous avez simplifié et élagué. Vous en avez fait trois directions bien cadrées, notamment dans les masques et le gel hydroalcoolique, qui explique que vous avez fait des résultats 2020 très bons. Absolument. J'ai résumé. Vous avez résumé. Chargeur, aujourd'hui, c'est un groupe leader mondial, numéro 1 mondial dans plusieurs domaines liés aux technologies de la protection des matériaux, aux textiles techniques pour le luxe et la mode. Nous sommes également le numéro 1 mondial de l'aménagement des musées et nous avons ajouté, vous l'avez dit, une corde à notre arc qui est d'être un leader en Europe des équipements sanitaires, puisque nous avons considéré que la situation de crise pandémique que nous connaissions nécessitait d'avoir des produits haut de gamme et Chargeur était capable de les faire. Donc nous avons évidemment conquis beaucoup de parts de marché dans ce secteur. En un mot, donnez-nous les chiffres. Vous n'êtes pas directeur financier, mais donnez-nous les chiffres sur 2020. Alors, en 2020, Chargeur a réalisé plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un chiffre d'affaires en croissance d'un tiers par rapport à l'année précédente. Nous avons réalisé près de 80 millions d'euros de résultats opérationnels et notre résultat net a plus que doublé à plus de 40 millions d'euros. Ouais. Alors ça, c'est entre autres parce que vous avez donc fait des masques. Racontez-nous comment vous avez changé vos lignes de production, vous avez du tissu pour faire des masques. Alors, écoutez, je crois que nous avons tous expérimenté un effondrement général de nos organisations économiques et sanitaires. Et moi, j'ai considéré qu'il était de la responsabilité de ma génération, des nouvelles élites aussi économiques et entrepreneuriales, d'apporter des réponses à cette situation absolument invraisemblable. Parce que vous trouvez que les générations de dessus n'apportaient pas les réponses? Non. Bon, non, mais... Clairement non. Oui. Et donc, vous avez raison. oui. Et donc, nous avons mobilisé l'ensemble de nos équipes, de toutes générations et de tous les pays, en disant, écoutez, essayons de faire ces produits pour lesquels nous avions des technologies et des brevets, et de les faire en quantité évidemment massive et industrielle. Nous avons produit plus de l'équivalent de 50 Boeing 747 en équipement sanitaire que nous avons apporté dans les grands pays occidentaux, en France, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est aussi, qui avaient les mêmes besoins. Il ne faut pas croire que ce n'était que français. Et pour ce faire, nous avons fait pivoter, vous l'avez dit, nos équipements industriels et ça a été le succès que nous connaissons aujourd'hui. Au total, vous en avez produit combien ? On a produit plusieurs centaines de millions d'équipements sanitaires. Vous n'avez pas le chiffre exact, j'aime bien les chiffres, c'est pour ça. Non, mais ça a été évidemment des quantités astronomiques et ça reste des quantités extrêmement importantes encore aujourd'hui. Textiles, des masques textiles, absolument. Les masques textiles pour le grand public, on est le leader d'ailleurs en France des masques textiles grand public à travers notre marque Lanière Santé, mais aussi les masques dits FFP2, les masques chirurgicaux, et nous sommes aussi l'un des leaders sur les masques FFP2 et pour le grand public sans doute l'un des leaders français aujourd'hui. Ouais. Et vous vendez plus cher que les masques chinois ? Alors, avant de parler du prix, on a surtout une qualité exceptionnellement plus élevée, beaucoup plus sécurisée. Et au final, quand la qualité est bonne, le prix n'est pas cher. Et donc, nous avons, des prix assez compétitifs sur ces produits, ce qui explique... C'est-à-dire combien plus cher qu'un... C'est normal que vous avez plus cher. Non, en fait, nous n'avons pas de concurrence chinoise sur nos produits textiles, par exemple, parce qu'il n'y a pas de qualité équivalente. C'est le modèle Chargeur de faire des produits qui ne sont pas reproductibles. Et on a des coûts d'usage qui, selon les technologies, sur les masques Lanière Santé, on va par exemple de 80 centimes à 20 centimes d'euros par usage, selon que le masque il est utilisable 20 ou 50 fois, par exemple. Et ça a été compliqué de transformer complètement vos lignes de production textile pour faire plutôt des textiles en bannette, pour faire des masques? Alors nous faisions déjà beaucoup de textiles techniques, puisque Chargeur, je le disais tout à l'heure, le leader mondial des textiles de renfort pour le luxe et la mode, et ça a été évidemment extrêmement compliqué. Vous vendez 90%, 99% au luxe. Hein. Oui.
On est leader sur le luxe, mais aussi sur le grand public. Mais c'était extrêmement compliqué. Mais ce qui était surtout complexe, et ce que nous avons réussi, c'est à la fois d'assurer que nos activités traditionnelles perdurent, parce qu'elles ont perduré, elles ont été solides et performantes aussi en 2020, ce qui était, vous l'avez dit, pas donné à toutes les entreprises. Et de l'autre côté, d'avoir ce nouveau métier, cette nouvelle corde à notre arc, et qui a été succès. Oui, et donc la transformation, je sais pas, il a fallu... Racontez-nous un peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises où on fait ça, mais on a envie de comprendre comment on transforme une chaîne de production, même avec les ouvriers, les ouvrières qui travaillent dessus. Alors, comment fait-on pour des nouvelles compétences, former les gens? Ça se passe comment? Nous sommes partis de nos innovations. On est parti des brevets que nous avions, et on a essayé de voir comment on pouvait adapter les brevets que nous avions en portefeuille pour faire des masques très filtrants et répondre à ce besoin face à la pandémie. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mobilisé en fait jour et nuit nos équipes qui ont réadapté nos équipements industriels. Ils avaient fait appel à des gens parce que ça s'invente pas, non, quand même? Alors, nous, on avait les compétences en interne. D'accord. On avait les compétences en interne. Tout à fait. On avait les compétences en interne. On a fait aussi appel à de nouvelles compétences externes sur ces briques technologiques et industrielles. Et surtout, nous avions une force et qui, je pense, est très sous-estimée en France, c'était que nous avions une force logistique exceptionnelle. Et cette crise, elle est d'abord une crise de la logistique. À force d'avoir méprisé la logistique, l'industrie européenne s'est effondrée et on le vit aujourd'hui encore sur cette question de la vaccination, parce que cette crise de la vaccination, ce serait faux de dire qu'elle n'est pas une crise de la logistique. Et donc, nous, la force du groupe Chargeur qui est présent dans 100 pays, c'était de savoir, non pas seulement produire, mais organiser l'acheminement de millions d'équipements sanitaires auprès des hôpitaux, auprès du grand public. Nous avons passé des grands accords, par exemple, avec les buralistes, les pharmaciens, avec toute une série de professions pour pouvoir acheminer logistiquement nos produits. C'était ça l'enjeu. Oui. Vous devriez vous entendre avec l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, parce que je lui posais la question sur cette crise sanitaire. Il disait, mais là, la seule chose qui compte, c'est la logistique, la logistique, la logistique. Donc je lui disais, à la limite, il faudrait vous nommer, parce que vous, la logistique, quand on a dirigé les armées, on connaît. Et c'est vrai qu'en France, on a vraiment péché par ça. Oui, mais je pense, parce que la raison derrière cela, c'est que les compétences logistiques sont très sous-valorisées dans le monde. Or, c'est quoi Amazon sinon un succès mondial de la logistique? Les plus grands succès industriels mondiaux ont derrière des talents extraordinaires sur la logistique, et nous-mêmes, dans notre organisation, c'est l'une de nos forces mondiales, nos clients du monde entier nous paient un service en fait derrière nos produits qui est une réactivité exceptionnelle. Je le disais, nous avons déplacé, transporté avec un pont aérien privé plus de l'équivalent de 50 Boeing 747. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça signifie. Et donc, évidemment, tout le monde dit, ils ont eu un immense succès commercial. Mais d'abord, avant d'avoir ce succès commercial, nous avons eu un immense succès industriel pour travailler jour et nuit, optimiser nos lignes de production et surtout tirer parti d'investissements qu'on avait fait avant. Si nous n'avions pas investi en France, si nous n'avions pas investi aux États-Unis, si nous n'avions pas investi dans le sud-est asiatique, on n'aurait pas pu faire ça. Ça veut dire, Michael Freiburg, que d'abord, vous avez vos usines en France. On a des usines, alors nous avons des usines partout dans le monde, et évidemment, on a nos usines phares en France, qui est notre pays d'origine. Vous en avez combien en France? Alors le groupe a 4 usines en France, et dont 3 grosses usines en Picardie, en Normandie et en Alsace. Et puis nous avons après, évidemment, des dizaines d'usines à l'étranger qui prennent le relais, mais surtout dans les pays développés. Nous, notre modèle, le modèle de Chargeur, c'est d'être fort dans les pays développés, de faire des produits et des services à très forte valeur ajoutée. Nous, on ne court pas après le low cost, c'est pas notre modèle. Ceux qui courent après le low cost, c'est une double perte, parce qu'ils vont perdre leur marché, et à la fin, ils perdront leurs emplois, et leurs emplois sont les consommateurs qui achètent aussi nos produits. Donc c'est pour ça que nous avons développé nos outils de production en France, sans tintamarre, mais on l'a fait. On a investi plus de 50 millions d'euros au cours des 5 dernières années sur nos outils de production français. C'est considérable. Et si nous ne l'avions pas fait, nous n'aurions pas eu les succès que nous rencontrons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sensible à ce discours? Hier, je recevais la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Êtes-vous sensible au fait de réindustrialiser la France? Ça, oui, évidemment, parce que c'est ce que vous faites. Mais peut-être de rapatrier des usines que vous avez mis ailleurs et que vous pourriez mettre en France.
Nous, on n'est pas dans les mantras ni managériaux, ni politiques. On est dans un immense pragmatique. Je crois que la priorité de la France, si elle veut réindustrialiser, c'est d'abord d'avoir une culture du service exceptionnelle, une culture de la qualité industrielle exceptionnelle et qu'elle n'a pas toujours, il faut quand même le reconnaître. Si nous avons perdu en France et en Europe un certain nombre de leadership, c'est parce qu'il y a des grands problèmes de qualité et à contrario, Chargeur a immensément investi sur la qualité. Et puis, il y a un dernier paramètre pour tout ça. C'est la culture du long terme. La France et l'Europe a perdu mondialement. Nous, on est présents dans 100 pays. On le voit bien. On a perdu la bataille du long terme. On travaille avec Tesla. On travaille avec SpaceX. On voit la façon d'organiser leur industrie, leur innovation, leur talent. Vous diriez que Elon Musk, Jeff Bezos, tout ça, ils sont dans le long terme? Mais bien sûr, ils sont dans le long terme. C'est pas évident quand on. Mais les bien observe. sûr, Oui, l'Europe a perdu la bataille du long terme et c'est extrêmement important que l'Europe, que les élites européennes se réveillent, qu'elles soient dans un capitalisme long, qu'elles soient dans un capitalisme entrepreneurial. Familial, puisque c'est le entrepreneurial, vous, c'est absolument, ce que vous faites. Absolument, familial, mais aussi vous avez des acteurs institutionnels qui ont renoué avec cette culture et qui sont forts sur cette culture de long terme. Vous receviez Nicolas Terry tout à l'heure, ce sont des partenaires et des associés dans nos affaires. Nous avons des groupes comme Groupama, comme AXA, qui ont cette culture du long terme et qui peuvent repositionner aussi l'industrie dans un nouveau leadership international. Moi, je ne crois pas que ce soit est-ce qu'il faut ou pas faire revenir des usines. Avant de faire revenir des usines, il faut savoir qui sont nos clients. Nous exportons 95% de ce que nous produisons en France à l'étranger. Nous avons partout dans le monde 24 heures sur 24, des équipes commerciales qui se battent pour aller vendre la technologie française. Oui. Et donc, c'est la première chose. Si vous n'avez pas les clients, vous n'aurez pas les usines. Alors, justement, vos clients, ce sont le luxe. Enfin, c'est la santé maintenant, c'est ce que vous avez développé. Encore une fois, Michael Fribourg, mais c'est le luxe. C'est notamment ce tissu, cette espèce de voile, qui est donc un produit extrêmement technique. Vous êtes le champion, toute catégorie. Vous êtes très porté par le luxe. Alors nous avons dans l'ensemble de nos métiers différents secteurs puisque nous sommes diversifiés. Oui, nous avons le bâtiment, nous avons le luxe évidemment, nous sommes tirés par le luxe mais pas que par le luxe et nous sommes aussi tirés par un nouveau secteur qui est le luxe de demain, qui est le secteur des services culturels. Alors ça c'est autre chose, ça on va en parler dans un instant. Non mais je parlais. Et donc le luxe bien évidemment. Rentable. Voilà, c'est ça que je voulais pointer du doigt. Bien évidemment, nous avons des rentabilités sur nos activités textiles qui sont très supérieures à des activités technologiques classiques. Ouais. Et donc, nous en faisons la démonstration, on essaie de le faire plutôt que de le dire, et c'est ce qui nous a permis d'investir, et avec nos investissements, d'aller gagner encore des parts de marché. Alors, à part peut-être votre goût personnel, une appétence personnelle, qu'est-ce que faites dans votre entreprise, et pourquoi vous l'avez racheté, une entreprise donc effectivement qui fait l'aménagement de musées, qui est américaine, non, je crois. Alors, qu'est-ce que ça fait chez vous, dans le groupe Chargeur? Alors, d'abord, Chargeur a eu beaucoup de métiers dans son histoire, puisque Chargeur a eu, vous l'avez dit... Beaucoup, mais peut-être beaucoup trop, voilà. Alors, il en a eu à un moment donné beaucoup trop, et avec un modèle managérial qui ne correspondait pas à cela sans doute. Il a eu 74 métiers dans l'histoire du groupe, c'est beaucoup. J'ai bien connu depuis presque 150 ans, c'est beaucoup. Mais nous avons une stratégie de niche, et notre devoir, et mon devoir entrepreneurial, c'est toujours, avec mes équipes, de penser aux niches de demain, aux niches sectorielles de demain, ce qu'on appelle en Allemagne le Mittelstand, et nous l'avons appliqué à un groupe français. Et c'est pourquoi nous avons décidé au cours des dernières années d'investir dans ce secteur de l'aménagement des musées, mais pas uniquement dans une entreprise. On a créé le champion mondial. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ans ou 4 ans, aujourd'hui, le champion mondial de l'aménagement des musées, et c'est important dans le modèle français, avec l'image française, du luxe que vous connaissez, c'est un groupe français, c'est le groupe Chargeur. Et donc nous avons acquis et consolidé... Vous êtes un peu en panne là en ce moment quand même, non? Pas du tout, parce que les musées sont fermés. Oui, mais justement, nous les rénovons pendant qu'ils sont fermés. Au contraire, nous avons, début 2020, T1, un carnet de commandes encore plus important que début 2020. Et nous allons plutôt tirer parti des grands mouvements de rénovation qui sont engagés en France comme à l'étranger ou des grands projets. Nous sommes le leader dans le Golfe, par exemple, avec notre équipe de Chargeur Museum Solutions. Lesquels musées vous avez rénové et allez-vous rénover?
nous sommes actuellement en train de rénover plusieurs musées des institutions dites de Smithsonian, les grands musées de Washington par exemple, les grands musées new-yorkais, le Brooklyn Museum aux États-Unis. Derrière, en France, vous avez des contrats en France ou pas? Nous avons des contrats en France sur des projets qui sont en cours d'exécution. Et puis nous avons aussi les grands musées du Golfe, puisque nous sommes derrière les grands musées en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, au Qatar, à Oman, le grand musée botanique d'Oman, nous sommes derrière ça. Et le chiffre d'affaires de ça, on n'imagine pas tellement le chiffre d'affaires de cette. Le chiffre d'affaires tendanciel est entre 100 et 150 millions d'euros. Notre objectif est. Là, vous avez fait 100 millions sur cette activité. Cette année, non, parce que nous venions d'acheter la société, donc nous n'avions pas tout l'année. Sur le chiffre 2020, on a dû être en effet annuel à peu près à 70-80, et on va être plutôt dans le cycle au-delà de 100 millions d'euros. Ouais. Donc c'est quand même un secteur d'avenir pour nous. Merci beaucoup, Michael Fribourg. Comme ça, on a vu que chargeur, donc quand on est sur des créneaux haut de gamme, fort valeur ajoutée, ça peut marcher et ça marche. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce grand journal. Dans un instant, Tech & Co avec François Sorel. Nous, bien sûr, on se retrouve 22h minuit. Bonne soirée. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.